Rebonsoir. Déjà, votre téléphone. Bonsoir, Monsieur Magloire Nyanya. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci. Avec vous, nous allons parler cybersécurité. Et d'entrée, dites-nous, comment vous évaluez aujourd'hui le niveau de cybersécurité au Togo face à la multiplication des cyberattaques dans le monde? Merci une fois, Magloire. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus sur le plateau de On fait de la télé. C'est une émission assez interactive qui permet vraiment aux responsables que nous sommes de venir éclairer la lanterne de nos concitoyens. Alors, pour répondre à votre question, comme vous l'avez dit, effectivement, les cybermenaces aujourd'hui, à travers le monde, dans tous les pays du monde sont confrontés à ce fléau, sont en train vraiment d'exploser. Ils se développent en nombre, en quantité, en sophistication. Le Togo n'est pas épargné. Mais ce que je veux dire, c'est que l'écosystème de la cybersécurité au Togo est quand même en train d'atteindre un niveau de maturité qui permet de prémunir ou bien de préserver le pays des grosses cyberattaques qui pourraient paralyser soit des infrastructures essentielles, soit les administrations ou même dans le fonctionnement des entreprises. Et donc, c'est vraiment un travail que nous avons démarré depuis 2021. Je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés. Donc, d'abord, les médias. Donc, la TVT nous a beaucoup accompagnés dans les campagnes de sensibilisation et de communication. Je voudrais aussi remercier les responsables des opérateurs de services essentiels, qui sont soit des administrations ou des entreprises, qui opèrent les grandes infrastructures du pays, les infrastructures essentielles qui permettent au pays de fonctionner. Ils ont compris le message de la cybersécurité, ils ont compris les enjeux et acceptent vraiment, avec l'ANSSI, de mener ce combat contre les cyberattaques en adoptant les bonnes pratiques de cybersécurité. Alors, aujourd'hui, le monde, même avec le développement des outils IA, avec la digitalisation des services et des process, la surface d'attaque ne cesse de s'agrandir. En fait, c'est ça le problème. Plus vous vous digitalisez, vous gagnez en temps, vous gagnez en efficacité, mais plus vous augmentez votre surface d'attaque, parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de ports ou bien d'ouvertures par lesquelles une cyberattaque un attaquant peut passer pour vous attaquer, pour vous avoir. Très bien. Et donc, c'est pourquoi vraiment le message principal de l'ANSSI, c'est la sensibilisation, que les gens redoublent de vigilance et surtout adopter les bonnes pratiques, aller à l'information de la cybersécurité. Donc, depuis que nous sommes arrivés, Dieu merci, le Togo n'a pas encore, ou c'est une chance, hein, et je pense aussi que c'est grâce aux fruits du travail que nous menons avec notre plan technique et opérationnel Cyberdéfense Africa. Le Togo n'a pas encore connu une grosse cyberattaque qui paralyse un pan entier de l'activité économique d'un pays. On ne le souhaite d'ailleurs pas. Nous ne le souhaitons pas du tout. Et c'est le combat que nous menons. Mais voilà, nous avons énormément d'attaques liées à des tentatives d'intrusion, à des fraudes en ligne, à des usurpations d'identité, à des attaques liées au deepfake, aux campagnes de phishing, donc les campagnes d'hameçonnage. Vous envoie un lien, on vous demande de cliquer là-dessus. Une fois que vous cliquez, c'est qu'on a accès à votre environnement de travail, ou bien on va corrompre vos données, les exfiltrer. Nous avons énormément de fuites de données sur le dark web. Aujourd'hui, vous savez, la donnée, c'est devenu le carburant de notre monde. Et les cybercriminels les cibles. Donc, on fait fuiter énormément de données, soit des mots de passe, qu'on vend sur le dark web. Et donc, nous, quand nous faisons nos investigations sur le dark web, que nous découvrons qu'il y a ces données des entreprises ou des administrations qui sont en libre service sur le dark web, nous envoyons des alertes et nous demandons aux entreprises, aux administrations de prendre des mesures correctives pour pouvoir donc éviter vraiment des surprises désagréables. Vous l'avez rappelé, l'ANSSI a été créé en 2021. Vous voudrez bien nous rappeler un peu les principales missions assignées donc, à l'agence et quels sont les résultats concrets que vous avez déjà enregistrés depuis que vous êtes là? Alors, l'ANSSI a été créé par décret en 2019. Très bien. Voilà, et donc, l'opérationnalisation a commencé en 2021 avec ma nomination. Très bien. Quand je suis arrivé à la tête, on a vraiment démarré les activités. Très bien. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps. Et je pense qu'on a fait quand même, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire que l'ANSSI, c'est une institution au moins qui est connue de la place. Voilà. Quand aujourd'hui vous interrogez qu'est-ce qui se passe en cybersécurité, les gens vont vous parler de l'ANSSI quand même. Parce que, comme je dis, on a fait énormément de campagnes de sensibilisation, des actions de formation. Nous sommes en train de clôturer une formation certifiante de 250 informaticiens de l'administration publique et privée. C'est énorme. Oui. C'est vraiment un changement de paradigme. Voilà, donc avant, nous avons des informaticiens qui sont dans nos services, dans les entreprises, qui sont beaucoup plus
dans les tâches opérationnelles, ils font fonctionner leur réseau, leur système d'information, mais n'avaient pas vraiment les compétences et les capacités pour faire face à des problématiques de cybersécurité. Et donc, nous venons de finir 3 certifications. Donc, là, nous sommes à près de 200 qui ont réussi ces certifications. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des interlocuteurs dans ces organisations avec qui nous parlons le même langage. C'est-à-dire que lorsque moi, je signe un courrier et j'envoie une alerte de sécurité à une administration, si l'informaticien de cette administration a été certifié en cybersécurité, il sait exactement de quoi on parle et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc vraiment, je vous dis, aujourd'hui même, nous sommes félicités par les organisations internationales en cybersécurité dans ce domaine. Très bien. Nous avons réussi à structurer vraiment la communication avec les opérateurs du service essentiel. Quand vous parlez de services essentiels, en fait, ça fait partie vraiment de la réglementation de la cybersécurité des pays. Le cœur de la mission de l'ANSSI, et donc parlant des missions, c'est la protection de ce qu'on appelle les infrastructures critiques du pays. Étant donné que aujourd'hui, certains services ou administrations se digitalisent, donc les infrastructures qu'opèrent ces administrations, ces entreprises, dépendent des outils informatiques et donc sont vulnérables aux cyberattaques. Donc l'ANSSI, ayant des capacités techniques, organisationnelles, met en place tout un dispositif, et c'est ce que nous appelons les règles nationales de cybersécurité, que vous pouvez trouver sur le site de l'ANSSI. C'est un ensemble de 220 points de contrôle. C'est sur cette base que nous contrôlons ces administrations pour les amener à avoir une posture de cybersécurité telle que le risque de subir une cyberattaque devient minime. Voilà, donc ça c'est la première mission de l'ANSSI. La deuxième, c'est que nous mettons en place des capacités organisationnelles, logistiques, de réponse aux incidents informatiques. Avant la création de l'ANSSI et donc du CERT national, quand une entreprise se faisait attaquer, soit elle faisait appel à des prestataires étrangers qui vont venir l'aider à se relever. En fait, quand vous subissez une cyberattaque, soit vous pouvez être complètement paralysé, c'est-à-dire vous ne pouvez plus rien faire. Une banque peut subir une cyberattaque et on ne peut même plus avoir accès au compte des clients pour les servir. Si vous voulez faire des retraits, des dépôts, des opérations bancaires, ça devient totalement impossible. Parce que les serveurs sont bloqués, ils sont cryptés, ils sont chiffrés, on n'a plus accès à l'information. Une banque peut donc perdre énormément d'argent à l'issue d'une cyberattaque. Et donc, le cœur de la deuxième principale mission, c'est d'apporter la réponse à incident. Donc, c'est à travers notre outil technique qu'on appelle le CERT national, le Centre d'alerte et de réponse aux incidents informatiques, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous soyez une institution publique ou privée, un individu, un ménage, lorsque vous faites face à une cyberattaque, vous pouvez appeler ce service et on va vous apporter une assistance technique pour vous permettre de vous relever, retrouver vos données si c'est possible, parce que dans certains cas c'est impossible, et en gros de retrouver le cours normal de votre activité. La troisième grande mission de l'ANSSI, c'est tout ce qui est activité de communication et de sensibilisation. Pourquoi ? La cybersécurité, c'est à la fois des mesures organisationnelles, des mesures juridiques, des mesures techniques, mais dans cette problématique de cybersécurité, le moyen le plus faible, c'est l'être humain. Aujourd'hui, les éditeurs de solutions, les équipementiers des outils, ils ont mis quand même des mécanismes, il y a des outils de sécurité qui garantissent la sécurité des outils. Mais c'est l'être humain qui est le plus faible. C'est lui, par oubli ou bien par négligence, ne va pas mettre en pratique ce qu'on appelle les bonnes mesures de cybersécurité. Et c'est toujours à l'issue des actions humaines que les cyberattaques surviennent. Soit quelqu'un vous a envoyé un faux mail et vous avez cliqué sur un lien alors que vous pensez discuter avec une personne illicite, alors que c'est un cybercriminel, et derrière, vous faites avoir. Et donc, l'action de sensibilisation et de communication devient primordiale dans la lutte contre la cybercriminalité. Et à l'issue de cela, la coopération. Voilà. Donc, vous avez vu que nous avons signé 7 MOU, c'est des accords d'entente avec d'autres pays. Il y a le Mozambique, le Ghana, la Guinée, la Sierra Leone, le Maroc, la Pologne. Donc, nous signons et nous voulons même en signer avec quasiment tous les pays d'Afrique. Parce que, vous savez, le cyberespace, ça n'a pas de frontières. Un cyberattaquant peut être au Mozambique et attaquer le Togo. Le problème, c'est que si un cyberattaquant se retrouve au Mozambique et attaque le Togo, par des moyens techniques, nous, on peut savoir qu'il est au Mozambique. Très bien. Par les adresses IP, d'autres capacités techniques. Et donc, nous devons être en mesure de discuter avec les autorités de cybersécurité du Mozambique pour peut-être leur donner des informations afin qu'ils puissent peut-être appréhender ce cybercriminel, le faire passer devant les tribunaux, ou bien mais prendre toutes les mesures qui permettent vraiment de relever le défi
et de retrouver ce cybercriminel et retrouver les données. S'il a pu les compromettre, on peut aller saisir ses ordinateurs, ses outils et voilà, récupérer les clés pour déchiffrer des données s'il a pu les chiffrer, etc., etc. Donc, la coopération en matière de cybersécurité est très indispensable. Et nos chefs d'État aussi sont en train de faire ce travail. Il y a, vous savez, au niveau de l'Union africaine, la convention de Malabo, que quasiment tous les pays africains sont en train de ratifier, qui va renforcer ces actions de coopération. Très bien. Et les arnaques en ligne, ça va être par téléphone et autres, le piratage des comptes et surtout les fraudes numériques touchent de plus en plus de personnes. Voilà. Et si vous avez un conseil à donner aux citoyens et aux entreprises pour mieux se protéger, ce sera lequel? Alors, le conseil que je donnerai, c'est que quand vous êtes un internaute, vous consommez Internet et bien les outils numériques, que vous ayez cette, comment je vais dire, toujours cette vigilance, cette primeur d'information, que je dois aller à l'information de la cybersécurité. Je dois redoubler de vigilance. L'outil que j'utilise, qui m'apporte autant de biens, autant de services, me facilite la vie, comporte des risques. Oui. Comment je fais pour minimiser ces risques? Mon environnement du travail, si je suis une jeune start-up, je suis un individu, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur portable, j'ai un ordinateur fixe, j'ai une télé qui est connectée à Internet, j'ai des caméras qui sont connectées à Internet, je peux être aux États-Unis, voir ce qui se passe dans ma maison. Comment j'assure la cybersécurité, comment j'assure la cybersécurité de tout cet environnement? C'est en allant à l'information de la cybersécurité. Et vous pouvez trouver ces informations sur nos canaux. Sur le site de l'ANSSI, sur le site du CERT, on peut vous dire comment, quand vous achetez une caméra, comment il faut la paramétrer. Très bien. Pour renforcer sa sécurité, pour que quelqu'un ne puisse pas prendre le contrôle de cette caméra à distance. Donc, puisque c'est faisable. C'est faisable. C'est un jeu d'enfant. Le problème, c'est que quoi? Quand les gens achètent les caméras et pour qu'une caméra se connecte à Internet, il faut une adresse IP. Oui. Il lui faut un mot de passe, etc. Les gens laissent ces données par défaut que les fournisseurs vendent avec ces outils. Oui. Il faut renforcer par des paramétrages, par la configuration, la cybersécurité de ces outils. Parce que quelqu'un peut prendre le contrôle de votre maison, enfin de votre caméra, et il voit tout ce qui se passe dans votre maison. Imaginez si vous avez pouvoir des tendances un peu coquines avec votre épouse au bord de la piscine. Vous risquez de voir vos données sur Internet. Bon, je ne le souhaite pas. Oui, mais non, mais c'est la réalité. Nous voyons ça tous les jours. Voilà. Attendez, nous et après, vous allez vous interroger. Ben oui, vous allez vous interroger. Voilà. Donc, il faut avoir ce comportement, ou bien ce que nous appelons au niveau de l'ANSSI, la culture de cybersécurité. Je dois, étant internaute, utilisateur des outils numériques, aller à l'information, m'imprégner de ces informations et les mettre en œuvre. Deuxièmement, je dois travailler ou bien interagir avec les structures qui sont dédiées ou bien qui sont licites. Lorsque une information circule et les arnaqueurs commencent, on vous vend du rêve. Voilà pourquoi les gens mordent à la maison. On vous vend quelque chose qui va changer votre vie. On vous dit que la CNSS est en train de faire une promotion ou bien Ramco fait une promotion pour ne pas leur faire la publicité. Sinon à, la fin, vous passez à la caisse. Non, c'est eux qui doivent passer à la régie parce que c'est eux qui sont bénéficiaires de la publicité. Voilà. Alors, donc, lorsqu'on vous dit qu'il y a une enseigne commerciale fait de la publicité, qu'est-ce que ça vous coûte si vous voulez? Vous êtes intéressé par cette publicité ou bien par cette, comment on l'appelle, cette promotion. Qu'est-ce que ça vous coûte d'appeler la structure? Déjà, en le faisant, vous minimisez, vous réduisez le risque. Très vite, l'enseigne va vous dire, mais non, c'est faux, ne faites pas attention. Et très vite, vous bloquez cette page et vous continuez votre vie. Donc, interagir avec les personnes. Et parce que, on a remarqué, c'est toujours des structures connues de la place. La CNSS, l'OTR, le cadastre, les grandes enseignes commerciales, etc. Qu'est-ce que ça coûte aux citoyens d'appeler ces structures? Oui, mais souvent, les arnaqueurs laissent des numéros. Non, mais justement, mais pour des appels. Si moi, je suis un arnaqueur, je vous dis contactez tel numéro, qu'est-ce que ça vous coûte d'appeler l'OTR? Parce qu'on connaît les numéros de l'OTR, on connaît les numéros licites de l'OTR. Si moi, je suis un citoyen, c'est ce que je ferais. Pour m'assurer
Une fois, si j'appelle l'hôtel, on me dit effectivement oui, c'est une campagne commerciale que nous sommes en train de mener. Voilà. Donc très bien, là je suis confortable à pouvoir peut-être jouer le jeu. Donc etc. le réflexe, le premier en tout cas qu'il faut avoir, c'est de vraiment chercher à vérifier l'information. Et Mhm. c'est ce que nous aussi nous encourageons ces structures à publier régulièrement des communiqués. Tout récemment, vous savez, il y a la SNPT, SNPT, oui. qui vient de publier. Et c'est ce que nous encourageons. Vous avez vu que dès que la SNPT a publié le communiqué, très vite, tout le monde, ça s'est partagé, ça s'est diffusé. Et très vite, les gens se sont rendus compte que c'est une fake news. Tout à fait. Il n'y a que vraiment la vigilance qui va permettre de venir à bout de ce phénomène. Parce qu'on joue sur quoi? On joue sur la naïveté, on joue sur, quelque part aussi, cette façon d'aimer le gain facile. Et donc, c'est vraiment, souvent c'est ça, hein. Oui. Voilà. Parce que, mais attendez, vous n'avez pas participé à un jeu. Et on vous dit que vous avez gagné 30 millions. Vous venez de gagner. Voilà. Et puis Et ce qu'on vous demande de faire est tellement facile que vous dites, mais ouais, je peux le faire. On dit juste appeler tel numéro, bien, cliquez juste sur tel lien et puis vous allez accéder à votre gain. Et vous le faites et très vite, on prend le contrôle de votre environnement de travail, de vos outils et ça devient assez compliqué. Bernice? Ah, ok, d'accord. Oui, DG, la cybersécurité repose aussi sur le comportement des utilisateurs. On est d'accord, vous l'avez évoqué. Quelle initiative votre structure, l'ANSSI, mène-t-elle pour sensibiliser surtout les jeunes, les professionnels et le grand public aux bonnes pratiques numériques? Comme vous l'avez dit, sur nos canaux digitaux, quand vous allez aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'ANSSI, vous allez voir énormément de vidéos. Même je pense que l'année passée, on a fait une petite vidéo d'animation qu'on faisait passer avant le journal de 20h sur la TVT, voilà, qui disait aux gens comment il faut se comporter. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les médias de la place, donc qu'ils soient privés. La preuve, nous sommes en train de dérouler une campagne de renforcement des capacités de ces médias sur 3 jours. Là, c'est des formations assez intenses, assez poussées, où on leur montre comment sécuriser leur compte, leur environnement de travail, leur site internet, leur compte, comment les renforcer, parce qu'eux aussi, ils sont ciblés. Étant donné qu'ils sont des vecteurs de communication, les cyberattaquants, les cibles. Nous faisons beaucoup de tournées à l'intérieur. L'année passée, on en a fait au moins 10 préfectures. Cette année aussi, nous comptons même, je pense, on se prépare, on sera aux Evala, ou aux grandes fêtes traditionnelles où il y a beaucoup de monde. On distribue des flyers sur lesquels vous avez juste ce qu'on appelle les 10 commandements de la cybersécurité. 1. Avoir un mot de passe robuste. 2. Ne pas cliquer sur les liens suspects. 3. Avoir les doubles authentifications sur vos comptes. 4. Etc. Quelqu'un peut lire ces informations et une fois qu'il a mis, ne serait-ce qu'en pratique, une recommandation, ça peut lui sauver la vie. On se dit, au moins, il faut faire ça. Voilà. Les flyers, ça ne coûte pas grand-chose. Et nous le faisons ainsi. Beaucoup de campagnes de communication. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on m'invite sur les médias, je passe, je parle, on rabâche les oreilles. Parfois, c'est rébarbatif, mais je pense que c'est pour le bien de nos concitoyens. Je souhaiterais qu'on insiste un peu sur ce fait. C'est-à-dire que l'autre forme d'arnaque, c'est à travers nos téléphones. Oui, les arnaques téléphoniques, qui sont les formes d'arnaque les plus simples à mettre en œuvre et on vous appelle, les plus rentables. Bon, malheureusement. Voilà. Quelqu'un vous appelle, il dit qu'il s'est trompé de numéro en envoyant peut-être une somme de 30 000 francs, je dis n'importe quoi, et vous demande de lui renvoyer ça derrière. C'est ça. Mais ne le faites pas. Si c'est le cas, il s'est trompé, qu'il appelle l'opérateur. Qu'il appelle l'opérateur qui opère cette infrastructure de mobile money. Si c'est Flouz, qu'il appelle Move, si c'est Yas, pour Mix par Yas. Et eux, ils peuvent, par des moyens techniques, si effectivement, parce qu'eux, ils savent, ils vont voir le flux, ils ont les logs, ils ont les données, ils savent qu'à telle minute, telle somme a été envoyée sur tel. Si vous déclarez que c'est vous, et ils vont vous demander un certain nombre de vérifications, parfois ils vont vous demander d'aller au niveau de. Parce que, en fait, puisque ces outils fonctionnent avec les codes USSD, voilà. Tout est paramétré sur des serveurs. Lorsque vous faites étoile dièse, tant au foyer, c'est automatisé. Donc, les gens n'ayant pas l'information vraiment de comment fonctionnent ces outils, surtout parfois pour nos mamans, une fois que vous avez fait, au lieu que ce soit juste une vérification, c'est que vous dites au serveur de renvoyer l'argent, de débiter votre compte et envoyer l'argent. Je pense aussi que ces opérateurs de téléphonie mobile font beaucoup de campagnes de communication. Oui, mais comment se fait-il? Parce qu'aujourd'hui, nos numéros sont identifiés. Très bien. Et comment ça se passe pour qu'on ne puisse pas mettre directement la main sur ces arnaqueurs? Alors, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à mettre
mettre la main. La preuve, souvent, on vous les présente à la DCPJ, hein, et je voudrais féliciter la police qui fait aussi un très grand travail dans ce domaine, les cellules d'investigation criminalistique de la police nationale, de la gendarmerie. On en démantèle. Le problème, c'est que tant que les gens vraiment ne connaîtront pas comment fonctionnent les outils, déjà, ça c'est un travail. Il y a l'agent Togo Digital qui veut, même à travers ce qu'on appelle les ambassadeurs du digital, amener les gens à bien utiliser les outils. Ça aussi, ça commence par là. Est-ce que vous utilisez bien votre application Timoni? Est-ce que vous connaissez les rouages, les astuces, les bonnes pratiques? Ça, c'est un. Parlant de l'identification, malheureusement, dans nos environnements, pour des raisons réglementaires, parce que la communication, c'est un droit. Imaginez, vous êtes un ressortissant de la sous-région, vous venez à Lomé pour 3-4 jours pour un séminaire, vous avez besoin de communiquer. Bon, maintenant, si vous n'avez pas une pièce d'identité, etc., on peut vous autoriser peut-être à avoir. Vous devez l'avoir. Oui, vous pouvez l'avoir. Mais je veux dire, comme c'est un bien crucial, voilà, on autorise que vous pouvez avoir une carte SIM et après, peut-être aller dans une agence pour faire enregistrer, etc., etc. Voilà. Et puis, obtenir une carte SIM, ce n'est pas ce qui est compliqué dans nos environnements. Je peux récupérer la carte SIM d'un cousin qui est décédé, par exemple. Cette carte SIM, elle est valide. Et je peux l'utiliser à des fins d'arnaque. Et vous savez, au Togo, on a réduit, chaque citoyen a droit à 3 cartes SIM par opérateur. Donc, chaque citoyen a potentiellement droit à 6 cartes SIM. Si je suis un arnaqueur, je peux aller au village et je demande à un cousin d'aller acheter 6 cartes SIM auprès des 2 opérateurs et moi je récupère 3 là-dedans. Lorsque il va utiliser ces cartes SIM pour des faits d'arnaque, lorsque nous allons faire les investigations, les services de police vont faire les investigations, on va retrouver son cousin, et ce n'est pas M. Kwasi Komlan. Mais sauf que c'est un villageois, enfin un paysan qui cultive tranquillement sa terre. Ou peut-être celui qui s'est fait identifier à travers ce numéro est décédé. Est décédé. Voilà. Et donc, parfois, on est bloqué. C'est ça le problème. Bon, on demande pourquoi est-ce qu'on ne grille pas ces 4 SIM. Mais est-ce que la meilleure lutte, c'est lorsqu'on déclare une activité d'arnaque, c'est de griller la carte SIM ou bien faire l'investigation pour pouvoir mettre la main sur le coupable et le traduire devant la justice. Parfois, nous sommes confrontés à ces dilemmes. Parce que c'est un jeu d'enfant, hein, si on doit griller la carte SIM. C'est bien, c'est vrai que les opérateurs ils sont réticents parce que un numéro, c'est de la ressource, c'est une ressource rare. Tout à fait. Parce que les numéros, vous savez, nous sommes aujourd'hui à 8 chiffres, c'est limité, hein, ce n'est pas extensible ad vitam. Donc, eux, ils ont intérêt à commercialiser ces ressources parce que lorsque vous voulez passer, par exemple, à 10 chiffres, c'est toute une armada de mesures techniques qu'il faut remettre en place. Ça coûte extrêmement cher. Passer de 8 à 10 chiffres, par exemple. Donc, si vous leur demandez à tout le temps de griller les cartes SIM, de bloquer les cartes SIM, c'est de la ressource qu'ils ont du mal à s'en séparer. Donc, quand vous faites le scanning de tous ces problèmes, vous revenez à la même solution que vraiment les gens redoutent de vigilance. Et je voudrais aussi dire que l'identification biométrique qui est actuellement en cours, elle va régler vraiment, enfin, elle va aider à régler ce problème. Parce que là, forcément, les opérateurs seront amenés à identifier maintenant le numéro à partir du NIU, du numéro d'identification unique, qui est une grosse base de données très bien structurée. Et avec les recoupements avec d'autres services, donc les services d'état civil des mairies, maintenant, à chaque fois que quelqu'un décède, il y a un certificat de décès qui est délivré. Une fois que c'est rempli, puisqu'on va digitaliser les mairies, il y a un projet de digitalisation des mairies qui est actuellement en cours au niveau du ministère de l'économie et numérique. Donc, en mettant en place ces recoupements, ces bases de données qui communiquent, qui échangent des informations, on pourra, lorsque quelqu'un décède, très vite, on désactive sa carte SIM et on la réactive peut-être, etc. etc. Je pense que les process vont s'améliorer avec maintenant l'identification biométrique qui est beaucoup plus structurée que l'identification actuelle que nous avons. Très bien, on va avancer. Dites-nous, quels sont les principaux défis que l'Agence nationale de cybersécurité devra relever dans les prochaines années, pour ne pas parler de la vision 2040? Alors, non, oui, mais c'est une vision qui est vraiment ambitieuse. Et je voudrais rendre hommage au président du Conseil pour vraiment cette vision. Il nous faut basculer, vous savez, changer d'échelle.
Et je sais que le numérique, forcément, Oui. va occuper une large partie de cette vision. Parce que c'est un domaine transverse qui se retrouve dans tous les domaines, que ce soit dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation. La digitalisation permet de gagner du temps, d'accélérer vraiment les process et de gagner en efficacité. Très bien. Et donc, plus on va digitaliser les services, les mairies, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, nos marchés, nos mamans qui vendent au marché, elles auront peut-être des petits terminaux sur lesquels on paye et automatiquement, elles paient les taxes là-dessus. Ouais. Tout ceci, il faudra sécuriser ces données, ces flux, ces transactions, ces équipements, ces applications qui vont se multiplier. Il faudra les sécuriser. Et c'est l'Agence nationale de la cybersécurité qui va l'idée, qui va vraiment l'idée toute cette transformation. Mais c'est excitant, nous sommes très contents de cette vision, nous sommes prêts, je pense que l'État a fait ce travail. Et nous aussi, avec tout ce que nous faisons en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'investissement dans les outils, nous pensons que nous serons capables de relever ce défi si les uns et les autres nous accompagnent. Parce que seul, on ne peut pas relever ce défi. En fait, l'ANSSI, je ne peux pas aller m'introduire dans le système d'information de quelqu'un pour le sécuriser. Je l'accompagne à sécuriser son système d'information. Voilà ce que donc, je peux dire là-dessus. Très bien. On va terminer par là, monsieur le directeur général. L'intelligence artificielle transforme les usages numériques. On est d'accord. Mais représente-t-elle davantage une opportunité ou une menace pour la cybersécurité Alors, en 2 mots. Oui, lorsque je vais dans les conférences internationales liées à l'IA, on ne parle que de ça. Et l'exemple qu'on nous donne souvent, on dit prenez l'exemple du couteau. Le couteau de cuisine. Il sert à faire la cuisine, n'est-ce pas? À découper la viande, le poisson, les légumes. Mais il peut aussi servir à ôter la vie à quelqu'un. Très bien. Voilà. Donc, il faut... Comme aussi, même les outils classiques que nous avons, comment vous les utilisez? Lorsque vous êtes une administration, vous savez que l'intelligence artificielle, c'est de gros serveurs qui sont à l'autre bout du monde, qui sont administrés par des entreprises, qui ont besoin de collecter vos données pour entraîner ces IA, pour pouvoir les rendre plus performantes et les vendre. Qu'est-ce que vous laissez sur l'IA? Si vous êtes une entreprise, et ça j'en appelle vraiment aux responsables d'entreprise, vous avez des données sensibles. Mais si vous voulez traduire un contrat du français en anglais, alors que c'est un contrat sensible et un contrat confidentiel, si vous le mettez dans un outil IA, c'est que vous l'avez rendu public. Tout à fait. Utilisez des outils classiques, des outils normés qui garantissent votre confidentialité. Donc, les outils, il ne faut pas les utiliser parce que c'est gratuit, c'est facile. Il faut savoir il va vous traduire votre contrat, mais il va sauvegarder ce contrat dans des serveurs quelque part. Allez, très bien. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre entretien. Je vous laisse conclure. Merci beaucoup, une fois encore, pour l'invitation. Et je redis souvent que la cybersécurité, aujourd'hui, en fait, je parle toujours d'environnement de travail. Quand vous soyez un individu, vous avez tout un environnement numérique. Vous n'imaginez pas le nombre d'objets qui sont connectés à Internet, que nous utilisons sans même nous en rendre compte. Mais nos iPods, même nos haut-parleurs à la maison, nos piscines qui sont connectées, nos maisons, les LED, les lampes, tout est connecté aujourd'hui. Et nous baignons dans cet environnement. Et on ne peut pas utiliser ces outils sans se dire qu'il y a des risques quelque part. Comment je fais pour mitiger ces risques et me prémunir? Ça, c'est vraiment important. Allez toujours à l'information de la cybersécurité. Documentez-vous sur les risques de cybersécurité. Prenez les mesures de bonne pratique. Faites appel aux professionnels. Aujourd'hui, il y a les petits startups qui se développent, qui font des prestations de cybersécurité. Un petit jeune qui est très bon dans la cybersécurité, appelez-le, il vient à la maison. Il vous sécurise votre environnement de travail, vos données, vos outils, etc. Ça va vous sauver la vie. Merci beaucoup. À vous, commandant Bota Gwaliba. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité, ANSSI.